programme. Donc ce soir, deux présentations. On va commencer par la présentation de René Besse de l'université Aalto. Donc René est docteur en physico-chimie des matériaux et étudie depuis plus de 10 ans les propriétés des matériaux d'intérêt nucléaire. Après avoir exploré le comportement des gaz de fission dans des matériaux de gaine, le verre de stockage des déchets et le combustible au CNRS et au CEA, il a rejoint il y a 4 ans maintenant l'université Aalto où il mène des travaux sur un combustible nucléaire au travers d'études d'absorption des rayons X, notamment auprès des synchrotrons européens. On a eu l'occasion de travailler ensemble, notamment dans le cadre du projet Maupertuis, avec un atelier également, une visite, justement en lien avec les synchrotrons. Donc je suis ravi de t'avoir ce soir pour cette présentation sur le rayonnement synchrotron pour étudier les combustibles nucléaires. Donc dans ton exposé, ce soir, tu vas nous expliquer comment l'étude de l'absorption des rayons X par les matériaux permet de mieux comprendre leurs propriétés et quelles sont les techniques qui sont disponibles presque exclusivement justement au sein des synchrotrons, qui ont par exemple l'avantage de pouvoir être appliqués à des matériaux de composition très complexes tels que le combustible nucléaire. René, merci beaucoup d'être là ce soir et c'est à toi, après ce trou noir. Merci. Allô? Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup de la présentation et de me donner l'opportunité de vous présenter en partie mes travaux de recherche, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà. Sur le rayonnement synchrotron pour étudier le combustible nucléaire. Mon but ce soir est de répondre à ces deux questions et de vous faire comprendre qu'est-ce que le rayonnement synchrotron, d'une part, et pourquoi il est utile de l'utiliser pour étudier le combustible nucléaire. Alors, je vais éviter de rentrer dans des détails trop techniques, mais pourquoi et qu'est-ce que le rayonnement synchrotron dans un premier temps? Pour comprendre ce qu'est le rayonnement synchrotron, il faut s'intéresser à l'histoire, donc un peu d'histoire des sciences, l'histoire des synchrotrons eux-mêmes, qui sont des accélérateurs de particules, et tout commence en 1928, où Sir Ernest Rutherford fait un appel à l'Académie des sciences pour avoir des accélérateurs de particules. À l'époque, les seules particules accessibles sont celles émises par la radioactivité, découvertes quelques décennies plus tôt. Et je dis, tiens, si on accélérait les particules, on pourrait faire de nouvelles découvertes en physique. 2 ans plus tard, son appel est entendu, et le premier cyclotron, qui est un autre type d'accélérateur de particules, a été développé par Lorentz et Livingstone. Vous avez ici une image d'un des premiers cyclotrons tels que développés, donc une énorme machine. Le problème étant que si vous voulez augmenter l'énergie des particules dans ces accélérateurs, il vous faut des machines de plus en plus grandes, vraiment de plus en plus grandes, ce qui limite fortement l'énergie utilisable. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Lorentz, pour la construction du cyclotron, a obtenu le prix Nobel et que son étudiant Livingstone, lui, a obtenu son diplôme de doctorat. 17 ans plus tard, la solution a été trouvée. Le premier synchrotron a été créé. Il s'agit d'un autre type d'accélérateur dans lequel, cette fois, on n'a plus de limite liée à la taille. Il s'agit donc d'une amélioration importante. Le problème étant, c'est que l'utilisation de ce type d'accélérateur, lorsqu'ils l'utilisaient, ils se sont aperçus qu'il créait une sorte de rayonnement, le rayonnement synchrotron. Et c'était à l'époque un problème de sûreté radiologique, puisqu'il fallait mettre des blindages autour des accélérateurs beaucoup plus conséquents afin de pouvoir protéger les utilisateurs. Ce rayonnement emportait avec lui également une partie de l'énergie des particules, ce qui était gênant pour faire des expériences avec une énergie fixe des particules. Ils ne se sont pas vraiment intéressés à ce rayonnement pendant une dizaine d'années. Et puis, 2 chercheurs ont eu l'idée et ont eu l'opportunité surtout de caractériser ce rayonnement émis lors de l'utilisation du synchrotron. Et il s'est avéré que c'était un rayonnement vraiment très intéressant, qui produisait énormément de rayons X en grande quantité et en quantité suffisante pour pouvoir étudier les matériaux. Comme tout est un peu lent au niveau de la science expérimentale, il a fallu quand même attendre près d'un quart de siècle pour qu'on construise un premier synchrotron dédié au rayonnement produit par l'utilisation du synchrotron, tandis qu'avant, on utilisait le synchrotron vraiment que pour des expériences de physique
des particules. Il y a d'ailleurs toujours le synchrotron le plus connu qui est le LHC en Europe, par exemple. L'utilisation du premier synchrotron a montré qu'il y avait vraiment un intérêt majeur à utiliser ce type d'instrument scientifique pour étudier les matériaux, que ce soit des matériaux tels que de l'acier, mais aussi en biologie, donc pour étudier les cellules ou les molécules, et ainsi de suite. Ce qui a provoqué bien sûr l'intérêt à un niveau européen, et en 1994 a été inauguré le premier synchrotron européen, le SRF. Bien entendu, ce n'est pas le seul synchrotron qui a été construit, et aujourd'hui il y a plus d'une cinquantaine de synchrotrons dans le monde dédiés à l'utilisation du rayonnement synchrotron. Alors, à quoi ressemble un synchrotron? Ici, vous avez une photo de l'ESRF, donc le synchrotron européen situé à Grenoble en France, et ça ressemble typiquement à un grand bâtiment circulaire, comme celui-ci. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Voici un schéma représentatif d'un synchrotron typique. Vous avez au centre un accélérateur linéaire donc, qui accélère les particules à une certaine vitesse. Ensuite, il commence à tourner dans le petit cercle intérieur, appelé le booster, qui les accélère à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et ces particules sont ensuite introduites dans l'anode de stockage et stockées, où elles font énormément de tours, des milliards de tours par seconde. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont utilisées pour produire le rayonnement synchrotron. Donc le diamètre typique, le SRF, est 134 mètres, donc presque 1 km de circonférence du bâtiment. Il existe des versions plus grandes et des versions plus petites, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors le nerf de la guerre de ce type d'instrument se situe au niveau de l'anneau stockage, pour lequel il y a des aimants très puissants qui permettent de dévier les particules et donc de les conserver dans une orbite circulaire ou quasi circulaire. Et c'est lors de ce passage au niveau des aimants de courbure que lorsque l'on dévie la particule, on la freine et ce freinage produit un rayonnement lumineux, le rayonnement synchrotron, qui couvre une large gamme en énergie, mais surtout principalement des rayons X. Vous avez ici une photographie de l'intérieur d'un anneau de stockage d'un synchrotron, le synchrotron allemand à Karlsruhe, et les aimants sont en jaune, et vous avez toute la partie de la courbure ici bien représentée. Le rayonnement émis est bien sûr utilisé dans des sortes de mini-laboratoires individuels appelés les lignes de lumière. Vous avez ici une image d'une de ces lignes. Donc, vous avez le bâtiment relativement circulaire, vous voyez la courbure. Les électrons, puisqu'il s'agit d'électrons dans ce synchrotron qui est le synchrotron Soleil en dessous de Paris, tournent et lorsqu'ils sont déviés, émettent des rayons, le rayonnement synchrotron. Et ces rayons vont de manière directe dans la ligne de lumière et sont utilisés pour faire des expériences scientifiques. À l'intérieur de la ligne de lumière, vous avez par exemple ici des instruments, différents instruments. Donc, les rayons X viennent de la droite et sont utilisés dans le tube métallique au centre, à différents endroits, pour faire des études scientifiques. Donc, nous avons le synchrotron qui produit des rayons X en grande quantité, mais que peut-on faire avec? Alors, dans mon cas, c'est pour étudier les matériaux à l'échelle atomique. Alors, pourquoi étudier les matériaux? Si vous prenez deux matériaux, 1 et 2, par exemple, ils ont des propriétés différentes. Certains vont être plus ou moins flexibles, plus ou moins résistants à la température, plus ou moins résistants à l'irradiation, tout un tas de choses. Et en fait, toutes ces propriétés sont la cause, ou plutôt la conséquence de l'agencement des atomes à l'intérieur de ces matériaux. Et l'avantage des rayons X, c'est que si vous les utilisez, vous pouvez voir cet arrangement des atomes à l'intérieur. Vous avez ici un exemple d'agencement de deux types d'atomes, des boules vertes et des boules représentées schématiquement comme des boules vertes et des boules rouges. Et elles sont agencées spatialement dans les 3 dimensions de l'espace. D'une certaine manière, chaque structure
associé correspond à un matériau typique et produit les propriétés intéressantes ou non du matériau en question. Donc, comment fait-on en pratique? Il existe plusieurs méthodes lorsqu'on utilise les rayons X. Je m'intéresse particulièrement à une qui est la spectroscopie d'absorption des rayons X. Alors, pour faire simple, il s'agit d'utiliser des rayons X d'énergie différente, de les faire traverser le matériau que l'on étudie et de collecter la quantité de rayons X que l'on a en sortie du matériau. Donc on fait traverser les rayons X sur le matériau et on compte le nombre de rayons X que l'on a, qui ont réussi à traverser le matériau. Donc plus le matériau est transparent, plus on en aura. Transparent aux rayons X, bien sûr. Et si l'on regarde en fonction de l'énergie des rayons X, on s'aperçoit que chaque arrangement atomique, ou chaque matériau typique, a une signature qui lui est propre, ce qui nous permet d'étudier des matériaux inconnus et de comparer avec d'autres matériaux bien connus pour lesquels on peut faire des corrélations avec leurs propriétés ainsi que suivre leur évolution, par exemple en fonction de la température ou suivre en direct un matériau en train de rouiller, etc. Mais qu'en est-il du combustible nucléaire, qui est pour la plupart du temps un oxyde d'uranium que j'appellerai UO2. Alors, un petit rappel ou une petite découverte de ce qu'est le combustible nucléaire. Il s'agit d'un matériau qui au départ est très simple. Il n'y a que deux éléments à l'intérieur. Vous avez l'image en haut à gauche qui représente une pastille de combustible telle que mise dans les réacteurs. Donc c'est très petit en soi. Il en faut des milliers à l'intérieur d'un réacteur nucléaire. Les pastilles sont insérées dans une gaine métallique afin de permettre l'étanchéité du tout. Donc avant irradiation, je voulais vous montrer une photo identique avant et après son passage en réacteur. Le problème étant, c'est qu'avant irradiation, finalement, ce n'est pas très intéressant, c'est un matériau très simple. Et donc, c'est très difficile d'en trouver. J'en ai d'ailleurs pas trouvé de photos. À part celle-ci, où le matériau présente des grains agencés les uns par rapport aux autres de plusieurs millionièmes de mètres de diamètre. Et tout est très beau, très lisse. Bon, quelques petites taches noires qui représentent des micro-porosités, mais rien de... C'est ennuyeux, disons. Après son passage en réacteur, par contre, vous avez l'image au centre circulaire qui est une coupe d'une pastille de combustible passée en réacteur, et vous avez des tas de choses différentes qui apparaissent. Vous avez des fissures bien nettes, des changements de couleur et de morphologie. Si l'on s'intéresse de plus près, vous avez les gros grains qui sont devenus beaucoup plus petits, vous avez des trous un peu partout, et ainsi de suite. Donc il s'est passé énormément de choses en réacteur. Pour comprendre ce qui se passe en réacteur, pourquoi un tel changement, il faut s'intéresser à la fission nucléaire, donc, qui est utile pour récupérer l'énergie dans un réacteur nucléaire, et aussi la formation d'actinides mineurs. Donc vous avez la classification périodique à votre droite. Au début, vous avez de l'uranium et de l'oxygène, donc pas grand-chose. L'uranium, on lui envoie des neutrons, et lorsqu'on lui envoie des neutrons, notamment l'uranium 235, va capturer ce neutron, se scinder en deux et former deux nouveaux atomes. Ce faisant, il produit de l'énergie, énergie qui est transformée en électricité dans le réacteur nucléaire. Lorsqu'il se divise, il crée deux nouveaux atomes qui sont les éléments majoritairement encadrés en vert ici, mais dans la réalité, c'est quasiment toute la classification périodique qui est créée, avec plus ou moins de grandes quantités. Il est aussi possible, lorsque un neutron est capturé, que celui-ci soit conservé et forme un élément plus lourd que l'uranium. C'est notamment comme ça que l'on forme du plutonium ou de l'américium. Avant irradiation, on a 100% d'uranium à l'intérieur. Après irradiation, donc typiquement 3 ans d'utilisation en réacteur, on se retrouve avec, on a utilisé 9% de l'uranium total que l'on a mis en réacteur.
on a créé 8% de nouveaux éléments et 1% d'éléments lourds tels que le plutonium. Ceci explique en grande partie la complexité des images obtenues après son passage en réacteur, puisque au départ, vous prenez juste 2 ingrédients et à la sortie, vous en avez des centaines, ce qui change énormément de choses. Un autre problème lié au combustible nucléaire, c'est qu'il devient extrêmement radioactif après son passage en réacteur. Typiquement, si l'on compare par rapport à vous et moi, donc un corps humain, l'eau de mer va être 10 fois moins radioactive que vous. La roche granitique que l'on trouve notamment partout en Finlande, c'est 100 fois plus radioactif qu'un corps humain. Si vous faites une scintigraphie de la thyroïde pour des raisons médicales, vous allez être radioactif, 1000 fois plus radioactif pendant quelques semaines. Et le combustible nucléaire, 10 000 fois plus radioactif que vous, lorsqu'il est fraîchement fabriqué et avant de passer en réacteur. Après son passage en réacteur, il est 10 000 milliards de fois plus radioactif que vous, ce qui pose bien sûr des problèmes de sécurité. On ne manipule pas avec une pince, il faut utiliser des télémanipulateurs. Vous avez ici une image d'une cellule blindée dans laquelle on manipule du combustible. Donc vous avez des vitres en plomb très épaisses, 10 cm d'épaisseur au moins, et les personnes ici en blouse blanche manipulent le tout à distance avec des télémanipulateurs. Cette irradiation, cette radioactivité après irradiation n'est pas due à l'uranium lui-même, puisque après son passage en réacteur, la totalité, la quasi-totalité de la radioactivité est due aux nouveaux éléments que vous avez créés. Ceci, bien sûr, implique l'utilisation de télémanipulateurs, etc. Mais si on veut appliquer le rayonnement synchrotron au combustible, il faut des lignes de lumière qui sont dédiées, qui acceptent la possibilité d'apporter des matériaux aussi radioactifs, même s'il s'agit d'un tout petit bout, afin de diminuer les risques radiologiques. 2 lignes sont particulièrement importantes, Mars sur le synchrotron Soleil, le synchrotron français Soleil, et Roble, qui est une ligne allemande au synchrotron européen. Donc pour conclure un petit peu de la recherche que j'effectue, dans 2 exemples. Le premier est comprendre le rôle des gaz de fission, que sont par exemple les 2 éléments situés sur la droite, le krypton et le xénon, qui sont produits lorsque l'on met le combustible en réacteur, et l'oxydation du combustible lorsque l'on fait le stockage. Alors les gaz de fission, pourquoi sont-ils intéressants? Il faut savoir qu'ils sont produits en relativement grande quantité. À chaque fois que vous fissionnez un uranium, vous avez 25% des cas, vous produisez un gaz de fission tel que le krypton et le xénon. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un gaz, de gaz, et ceux-ci forment des bulles de gaz à l'intérieur du matériau. Vous avez ici une image obtenue sur un combustible irradié. Celui-ci, vous pouvez voir dans les grains des sortes de petites cavités. Ces cavités forment, lorsqu'elles se rencontrent, une sorte de réseau comme un labyrinthe, et ce réseau permet aux éléments radioactifs de s'échapper du combustible, ce qui n'est bien sûr pas intéressant. Heureusement, il y a la gaine autour, et un volume prévu pour recevoir ce genre de gaz et autres éléments. L'autre problème de ce type de gaz de fission, c'est qu'ils sont isolants thermiquement. Le gaz sous forme de bulle va isoler, va empêcher la chaleur de se propager, et on ne pourra pas récupérer cette énergie-là pour produire de l'électricité. Le combustible ne va pas être correctement refroidi, s'échauffer, va finir par fondre, et tout de suite c'est l'accident type Tchernobyl. C'est pourquoi il vaut mieux éviter ce genre de choses et comprendre tout de suite comment éviter ce genre de conséquences. La présence de ces gaz de fission limite pour le moment l'utilisation du combustible à 3 ans. On ne peut pas l'utiliser plus de 3 ans, parce qu'au-delà de 3 ans, la quantité produite deviendrait trop dangereuse, et bien sûr, il y a des marges de sécurité. Je me suis intéressé particulièrement au mécanisme de formation de cellules afin de comprendre comment elles forment ces réseaux, etc. Il est important de connaître où
va dans le matériau ces gaz de fission. Donc ici, un résultat scientifique obtenu donc sur du combustible non irradié en réacteur, mais dans lequel j'ai introduit du xénon et du krypton, non irradié en réacteur de manière à pouvoir le manipuler plus facilement, dans un premier temps. Il s'agit de, le graphe présenté ici, il s'agit de spectre d'absorption X, donc obtenu au synchrotron. Donc la signature, lorsque l'on met des rayons X, on fait traverser le matériau par des rayons X, et la quantité de rayons X que l'on détecte en sortie en fonction de l'énergie des rayons X utilisés. En noir, vous avez le UO2 tel que fabriqué avec le gaz de fission à l'intérieur. Il a une signature particulière, cette signature est juste que chaque atome de gaz de fission est tout seul et il est bien dans la structure du matériau. Lorsque l'on chauffe ce matériau avec le gaz de fission, les gaz de fission vont bouger, puisqu'ils sont beaucoup plus mobiles que le matériau lui-même. Ils vont se rencontrer et former des bulles. À 600 degrés, après 12 heures, rien de spécial. La courbe rouge, c'est celle-ci, ressemble très fortement à celle de la courbe noire, donc pour des températures de 600 degrés Celsius, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, si l'on va dans des conditions de type accident, donc au-delà de 1400 degrés, après 4 heures, on observe déjà un changement drastique de signature, c'est la courbe en bleu, et celle-ci montre que est typique de la présence de bulles à l'intérieur du matériau. On peut en déduire la pression exercée à partir de ces spectres, la pression exercée par ces bulles sur le matériau, et savoir à partir de combien celle-ci va créer des fissures qui seront néfastes pour l'utilisation du combustible. Et c'est des données très utiles pour la sûreté nucléaire, notamment. Par exemple, dans mon cas, nous avons montré que la pression exercée par les bulles est équivalente à 100 km, une colonne de 100 km d'eau. Donc il faut que le matériau soit très très résistant. Un autre cas typique du combustible nucléaire, c'est son comportement vis-à-vis de l'oxydation. Donc l'oxydation, typiquement, comment il va rouiller, même si c'est une autre façon de rouiller. Il faut savoir que le combustible, donc c'est UO2, donc 2 oxygènes pour un uranium. Le problème, c'est que dans la nature, ce n'est pas la forme la plus stable. La forme la plus stable, c'est récupérer un autre oxygène et donc avoir l'équivalent de rouiller. Pour ce faire, on récupère quelques oxygènes petit à petit, et on forme de nouveaux types de matériaux intermédiaires. Le problème vient surtout du troisième intermédiaire, lorsque l'on a 8 atomes d'oxygène pour 3 atomes d'uranium. À ce point charnière, le combustible gagne 66% en volume. Donc il fait comme du popcorn, puisqu'il va donc grossir, gonfler, et la gaine métallique autour, elle n'est pas conçue pour pouvoir résister à ce gonflement énorme. Il est donc important d'éviter cet effet que j'ai appelé popcorn pour l'analogie. Bien sûr, ce n'est pas comme du popcorn, ce n'est pas d'un coup, mais vous comprenez l'idée. Et nous nous sommes intéressés à comprendre comment les changements de structure à l'intérieur du matériau, lorsqu'on rajoute des oxygènes, aboutit à ce type d'effet popcorn. Donc vous avez ici des spectres d'absorption obtenus sur les différents oxydes du combustible UO2 jusqu'à sa version stable UO3, avec les différents intermédiaires. Chacun a une signature particulière, et la position des pics, donc du sommet des courbes, est typique d'un arrangement autour des oxygènes autour des atomes d'uranium, que j'ai appelé ici U4+, U5+, et U6+. Il s'agit grosso modo de l'état d'oxydation de l'uranium, mais ne rentrons pas dans les détails. Et si l'on compare donc les différents états intermédiaires, on s'aperçoit que le point charnière, donc U3 au 8, présente les mêmes caractéristiques, donc U6+, c'est lui qui cause l'effet popcorn. Il est donc important de limiter la formation de cette structure autour de l'uranium pour éviter cet effet popcorn. Une des solutions est le dopage, mais
Ceci est une autre histoire. Donc, en résumé, Autorisé. les synchrotrons présentent un gros intérêt via la production de rayons X en grande quantité, en déviant des particules. Ces rayons X peuvent être utilisés pour étudier les matériaux et en déduire leurs propriétés, notamment via l'absorption des rayons X, qui est une technique quasi exclusive au synchrotron. On ne peut la faire que là-bas. Le combustible nucléaire, lui, c'est un matériau très simple qui devient très très complexe et très très radioactif lorsqu'on le passe en réacteur, ce qui nous demande bien sûr de développer énormément d'ingéniosité et de technologie pour pouvoir faire des mesures directes sur le matériau tel que sorti en réacteur et comprendre à l'échelle atomique d'où viennent ces changements de propriété avec son utilisation en réacteur. Si l'on applique le synchrotron sur ce combustible, via des instruments dédiés tels que les lignes de lumière accessibles en Europe, on peut comprendre plus facilement son comportement, prévenir des risques tels que des accidents nucléaires et mesurer des propriétés avec précision, ce qui permet d'affiner les modèles et pouvoir mieux utiliser le combustible nucléaire en réacteur. Et je vous remercie de votre attention. Merci.